C'est nous le Grand Paris. 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 Bonjour à tous, je vous remercie de l'invitation. Donc je suis, comme ça a été dit, économiste à l'OFCE. Je ne sais pas si des gens dans la salle connaissent. C'est un centre de recherche qui est rattaché à Sciences Po, c'est pour ça qu'il y a le petit logo Sciences Po. Et du coup, comme je suis un universitaire, je suis venu avec ma petite présentation pour vous ennuyer et casser un peu l'ambiance. Ça s'appelle une chance, voilà, Grand Paris, une chance, mais des risques. Une chance, on en a bien parlé, on aura l'occasion d'y revenir après. On repousse les frontières de la ville, et donc forcément, c'est une chance. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a repoussé les frontières de la ville? Et en réalité, même si le calendrier des transports n'est pas tout à fait arrêté, il est important de se poser dès maintenant la question, parce que, vous le savez mieux que personne, le temps de la construction, c'est pas exactement le même que le temps politique. Et donc les décisions politiques en termes d'aménagement du territoire, en termes, on l'a dit, de mixité, ou de politique de peuplement au sens large, elles doivent être prises maintenant. Donc on aura l'occasion de parler de l'aspect logement, vous le connaissez sûrement encore mieux que moi. Moi je vais juste revenir sur les dynamiques urbaines qui sont à l'œuvre actuellement dans le Grand Paris. Le premier état des lieux qu'on peut faire, c'est que sur la métropole du Grand Paris, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais pas sûr d'ailleurs, parce que tout est en pointillé, je ne sais pas pourquoi. Bon. La métropole du Grand Paris, c'est des territoires, plusieurs territoires. Il y a Paris, il y a le territoire Grand Paris, Seine-Ouest, voilà, ça a été découpé en plusieurs territoires. Et le fait est qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité entre ces territoires du Grand Paris au sens très large. On voit que Paris se distingue de manière sur les caractéristiques socio-économiques de ses habitants. On a beaucoup de personnes seules, par exemple, contrairement au reste du Grand Paris. On a un accès au transport et aux espaces verts qui est beaucoup plus développé qu'en moyenne sur le Grand Paris ou sur d'autres territoires. On a moins d'ouvriers employés, on a plus de cadres, on a évidemment plus de ménages riches, plus de locataires. Enfin voilà, mais en comparant les territoires du Grand Paris, on voit déjà qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité. Donc la première question, c'est est-ce que le Grand Paris, la métropole du Grand Paris, le Grand Paris Express, ont vocation à homogénéiser, de quelque façon que ce soit, le territoire du Grand Paris, ou est-ce qu'on va rester sur cette situation d'hétérogénéité forte? Là, vous avez une autre illustration de l'hétérogénéité. Vous avez la population en situation de mal-logement, par exemple, qui n'est pas du tout la même à Paris, sur certains territoires, ou par exemple dans le territoire qui représente un bout de Seine-Saint-Denis, qui est le pic où on approche les 15% de ménages mal logés. Vous avez tout un tas d'autres. Je pense que la présentation sera accessible, donc vous aurez accès voilà, à toutes ces données-là. Donc, première chose, un état des lieux des territoires très hétérogènes. Ce qui est plus inquiétant, c'est que ça pourrait être une chance d'avoir des territoires hétérogènes. Ce qui est plus inquiétant, c'est quand on observe les dynamiques. Là, vous avez la métropole du Grand Paris, vous avez les gares du Grand Paris Express, et puis vous avez la part des familles dans la population. Alors, c'est découpé par iris. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec les iris, mais c'est des petites tranches de territoire d'à peu près 100 000 habitants. Et donc plus c'est rouge, moins il y a de familles, plus c'est bleu, plus il y a de familles au sein du territoire de la métropole du Grand Paris. Et on voit que les hétérogénéités qu'on pointait tout à l'heure, elles sont très fortes, par exemple, sur la part des familles. Alors la part des familles, ça se traduit directement par le nombre de logements et quel type de logement il faut construire sur les territoires. Donc on a cette hétérogénéité très forte, c'était en 2006. Si on regarde les évolutions entre 2006 et 2015, alors c'est pas forcément limpide, mais plus c'est rouge, plus la part des familles baisse, plus c'est bleu, plus la part des familles augmente. Et comme ça, rapidement, on voit que là où la part des familles est la plus faible, la part des familles continue de baisser. C'est dans le centre de Paris et c'est globalement sur Paris, la ville parisienne. Ça, c'est dû à plein de choses. C'est dû au coût du logement, c'est dû à la mauvaise adéquation entre la demande de logement et l'offre de logement sur Paris. Mais en tout cas, c'est des dynamiques
qui interrogent pour l'avenir. Là, vous avez la part des ménages pauvres, donc le taux de pauvreté. Donc c'est le nombre de ménages qui ont un revenu inférieur à 60% du revenu médian. Et vous avez le taux de pauvreté, pareil, par iris. Bon. On voit que ce qui se dégage, c'est clairement le sud de la Seine-Saint-Denis, où il y a un taux de pauvreté qui est bien plus élevé qu'ailleurs, et que globalement, dans le Grand Paris, on a plutôt une zone qui est plus riche, en tout cas moins pauvre qu'ailleurs. Si on regarde les dynamiques du taux de pauvreté, en bleu, c'est là où le taux de pauvreté baisse, et en rouge, c'est là où le taux de pauvreté augmente. On voit clairement cette dynamique où les pauvres ont plutôt tendance à sont de moins en moins dans le centre de la ville ou de la métropole, et ont tendance à aller au sud ou au nord-ouest. Ces mécanismes de gentrification, on les observe aussi quand on observe, par exemple, l'évolution de la part des pauvres au sein de la population dans l'IRIS. Vous regardez une tranche de 100 000 habitants et vous regardez combien, pour être pauvre en Île-de-France, il faut gagner tant, et vous regardez combien il y a de pauvres d'Île-de-France qui se trouvent dans cet IRIS-là. Bon. Sans trop de surprise, il y a peu de pauvres de l'Île-de-France qui se trouvent dans le 92, dans le cœur de Paris. Ils se trouvent plutôt dans le nord-ouest ou le sud de Paris. Mais cette part des pauvres, elle a tendance à être de plus en plus petite dans le centre de Paris, et là où déjà il y avait peu de pauvres avant. On pourrait dire, c'est bizarre parce que la mairie de Paris a une politique plutôt volontariste en termes de production de logements sociaux, par exemple, ça fait de la mixité sociale, et donc on devrait être en capacité de garder un certain nombre de ménages pauvres dans le cœur de ville. En réalité, ce n'est pas le cas. Et les pauvres continuent à partir, les familles continuent à partir, et donc là, voilà, vous avez les ménages aisés, et par contre, les riches, eux, continuent à s'installer dans le cœur de ville. Et la vraie question du coup, que posent ces dynamiques-là, c'est une fois que le réseau du Grand Paris et du Grand Paris Express sera mis en place, est-ce qu'on va poursuivre ce phénomène de gentrification? C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on observe aujourd'hui pour le cœur de Paris, on va l'observer dans 15, 20, 25 ans pour le Grand Paris, c'est-à-dire avec que des riches et de moins en moins de pauvres, et les pauvres qui sont repoussés aux frontières du Grand Paris Express? Ou est-ce qu'on arrive à anticiper dès maintenant ces phénomènes de gentrification et on arrive à mettre en place des politiques au niveau local de mixité, tout simplement, et de protection? Le vrai problème du logement, ce n'est pas à vous que je vais l'expliquer, mais c'est principalement le foncier. C'est-à-dire que pourquoi on a du logement cher? Parce que le foncier est très cher. Juste un petit calcul comme ça tout simple, si on regarde en France entière, on arrive à chiffrer la bulle foncière, la survalorisation de la localisation. Là-dedans, il y a beaucoup de parcs qui est Île-de-France, mais à 2000 milliards d'euros à peu près, sur la France entière. Donc ça pose une vraie question, quand même, sur cette survalorisation de la localisation. Mais c'est pas un constat d'échec encore. C'est-à-dire qu'on est encore en capacité aujourd'hui de dire faut protéger, c'est fait en partie d'ailleurs autour des gares du Grand Paris. Il y a des systèmes de protection du foncier. Alors, est-ce qu'elles sont suffisantes, insuffisantes? On pourra en discuter après, mais il y a un vrai questionnement à avoir, une vraie anticipation à avoir sur ces sujets-là et sur comment on fait pour avoir un Grand Paris inclusif et non pas un Grand Paris, une métropole ou un réseau de transport qui exclut. J'en ai fini avec mes petites cartes.